Bonjour à tous. Vous savez maintenant que la meilleure façon de rendre service à un malade porteur d'édème maculaire est de lui induire une stimulation de l'EGFR en lui arrachant les pieds des cellules de Muller lors de l'ablation de la limitante interne. Voici maintenant quelques astuces chirurgicales pour vous simplifier la vie en évitant des complications. Car c'est ma philosophie. Faire parfaitement ce qui est nécessaire de faire en évitant tout ce qui n'est pas indispensable, qui pourrait compliquer la gestuelle et augmenter le trauma chirurgical. Je pense vraiment que plus une chirurgie est simple, plus on s'approche de la vérité. Alors, bien sûr, simplicité n'est pas toujours synonyme de facilité, mais je crois réellement que moins vous rentrerez dans l'œil d'instruments, moins vous aurez de complications. Et plus votre chirurgie sera courte, et plus la récupération fonctionnelle sera bonne. Attention, la chirurgie n'est pas une course, et l'expérience montre qu'il vaut mieux avoir des gestes bien contrôlés, donc lents, plutôt que d'aller trop vite et de reprendre un geste imparfait. Tous ceux qui sont venus me voir opérer à Nantes peuvent témoigner que ma gestuelle était excessivement lente, mais que ça ne m'empêchait pas de faire 13 à 14 ablations de la limitante interne de 8h30 à 13h dans une seule salle opératoire avec 7 minutes de nettoyage de la salle entre deux interventions. Tous les choix stratégiques que je vais vous présenter sont donc basés sur ces principes. Et commençons par l'élimination. Les 17 à 18 000 pelages de limitante interne que j'ai faits durant ma carrière à Nantes ont été réalisés sous la seule illumination de la lampe à fente du microscope opératoire. Je ne me suis servi d'une fibre optique pas plus de 10 fois pour ce type de chirurgie et je n'ai jamais compris pourquoi il y avait si peu d'opérateurs en dehors de la France et du Japon à utiliser la lampe à fente pour la chirurgie maculaire, tant elle présente d'avantages. Tout d'abord, la main gauche du chirurgien, enfin s'il est droitier, est libre. Quel opérateur de la cataracte accepterait de sacrifier sa main gauche pour tenir une fibre illuminant son champ opératoire? Il considère naturellement son microscope comme un système de visualisation et d'illumination combinée pour pratiquer une chirurgie bimanuelle, comme on tient sa fourchette et son couteau après avoir allumé le plafonnier de la cuisine. Alors, soyons honnêtes, pour un pelage de limitante, on n'a pas besoin de tenir la membrane d'une main pour la couper de l'autre. Par contre, la main libre peut être utile pour faire la dépression sclérale périphérique si l'on décide de faire une vitrectomie complète, pour centrer la lentille plan concave, pour tourner le volant de la pince pour présenter les morts perpendiculairement au bord de la membrane et surtout pour stabiliser la pince, pour éviter les tremblements et augmenter alors la précision du travail. Que faites-vous quand vous jouez au Mikado avec un enfant? Vous maintenez votre bras avec l'autre main et vous augmentez ainsi votre précision. La précision du chirurgien augmentant, il apparaît très habile, ne faisant jamais de touch rétinien et la chirurgie devient plus rapide. Alors vous allez me dire, ok, on peut également se libérer la main gauche en plaçant un chandelier. C'est vrai, mais je vois 3 inconvénients au chandelier par rapport à la lampe à fente. D'abord, vous allez augmenter le coût de la procédure. Ensuite, si vous faites une vitrectomie périphérique, la dépression sclérale va vous pousser le chandelier contre le cristallin et provoquer une cataracte. Et enfin, votre chandelier va créer 2 petites incarcérations, comme cela a été parfaitement démontré en endoscopie. Là, avec la lampe à fente, premièrement, vous gagnez du temps,
vous allumez la lampe au pédalier instantanément. Et enfin, vous ne faites que 2 sclérotomies, à 11 h et à midi par exemple, sans faire de traction provoquée par les mouvements de la fibre endoculaire. C'est sans risque pour le cristallin. Vous allez donc faire une chirurgie non seulement plus rapide, mais aussi moins invasive. Le fait que ce soit une fente, réalisant donc une coupe optique des milieux transparents, est moins utile que dans la chirurgie du décollement de rétine, mais vous pouvez quand même identifier d'une part où se trouve la hyaloïde postérieure et d'autre part, vous arriverez à localiser la cristalloïde postérieure si vous voulez enlever la hyaloïde antérieure sans toucher au cristallin. Enfin, le fait que la source lumineuse soit toujours à 200 mm de la rétine fait que le risque de phototoxicité est quasi nul. Ce risque, vous le savez, est proportionnel au carré de la distance et quand on passe de 16 mm à 4 mm, voire 2 mm de la rétine, on augmente ce risque par 16, voire 64. De plus, la fente lumineuse passe par les filtres cornéens et cristalliniens, ce qui diminue encore sa toxicité. Alors, juste quelques petits conseils d'installation. Si vous avez la lampe à fente intégrée du Visu 700 de Zeiss, vous n'avez pas grand-chose à choisir car l'angle d'illumination est fixe. Vous choisirez juste la largeur de la fente. J'avais l'habitude d'augmenter un peu la largeur si je voulais faire une vidéo. Et le côté droit ou gauche où vous voulez qu'elle soit placée. Certains choisissent le côté droit pour l'œil droit et le côté gauche pour l'œil gauche. Personnellement, je choisissais toujours le côté droit, comme d'ailleurs au biomicroscope de ma consultation, pour des raisons de vidéo, car la caméra était toujours placée à gauche. Si vous avez une lampe externe mobile sous le corps du microscope, en plus des choix de largeur et de côté, vous devrez choisir l'angle d'illumination. Je vous conseille de la placer entre 7 et 5 degrés par rapport à l'axe du microscope. Pour ce faire, une technique. Vous vous mettez au plus faible grossissement du microscope et vous amenez la lampe de l'extérieur vers l'axe central. Et quand vous apercevez le cache du prisme de la lampe dans l'oculaire correspondant, vous avez le bon angle. Bien sûr, dès que vous augmenterez le grossissement, vous ne verrez plus le cache. Dernier conseil, contrairement à un éclairage endoculaire, l'éclairage par lampe à fente ne suit pas les mouvements de l'œil. Il est donc primordial que le plan irien soit parfaitement horizontal, perpendiculaire à l'axe d'illumination. Vous aurez donc soin, avant de commencer l'intervention, de vérifier la position de la tête du malade et vous aurez souvent besoin de baisser la têtière. Faites donc attention à choisir une têtière peu épaisse, de façon à ce que vous puissiez bouger vos jambes librement sous la têtière de la table d'opération si celle-ci est abaissée. Je ne vois que 2 inconvénients à la lampe à fente. Le premier, c'est la largeur du champ éclairé. Je comprends tout à fait que pour le traitement d'un décollement de rétine ou d'une rétinopathie diabétique proliférante, un chirurgien veuille, surtout au début de sa carrière, contrôler tout ce qui se passe en périphérie rétinienne pendant toute l'intervention. Là, dans un pelage de limitante, c'est pas vraiment la préoccupation principale. Et pour peu qu'on se mette à fort grossissement du microscope pour avoir une meilleure précision du geste, la zone éclairée va occuper presque tout le champ. Le deuxième inconvénient, qui explique pourquoi j'ai dû me servir d'une lampe une dizaine de fois sur 18 000, c'est que le faisceau lumineux doit traverser la cornée et la pupille dans les 2 sens, contrairement aux autres systèmes d'éclairage où il ne passe que dans le sens du retour. Une grosse guttata ou un myosis très serré
vont donc entraîner des diffractions dans les deux sens et l'on peut exceptionnellement être mieux avec une fibre intraoculaire ou un chandelier. Alors, tout cela considéré, je pense que l'éclairage par lampe à fente du microscope est, pour cette chirurgie, le système le mieux adapté. Alors, bien sûr, il y a une courbe d'apprentissage, et notamment pour supprimer les reflets lorsque la lentille plan concave est mal positionnée, mais ce n'est pas plus difficile que d'apprendre à opérer en vision inversée. Et imaginez encore une fois tous les avantages que cela procure. Plus court, moins cher, moins de sclérotomie, moins d'incarcération vitréorétinienne, moins de risque de traction et de blessures cristalliniennes, plus de précision chirurgicale, moins de phototoxicité, ça fait quand même pas mal, non? Voyons maintenant ce qui est des lentilles de visualisation. Le choix qui s'offre à l'opérateur est de privilégier soit la vision d'ensemble sur 360 degrés, soit la qualité de l'image. On ne peut pas avoir les deux. Quand on parle de chirurgie maculaire, il me semble que le choix est vite fait et que c'est la qualité de l'image qu'il faut privilégier. Et ceci nous amène à exclure les lentilles grand champ. Aucun photographe voulant faire un portrait très précis et très net ne va prendre une lentille grand champ. C'est tellement évident qu'il m'est même pénible d'essayer de convaincre ceux qui ne le comprennent pas. Je préfère leur démontrer par une expérience vraie. Le commercial de Biome vient me voir un jour. D'une part parce que j'étais le premier à utiliser une lentille grand champ en France, mais aussi parce qu'il avait une lentille spéciale macula censée donner la meilleure qualité d'image. Je l'ai donc essayé et nous avons enregistré les images. Puisque le Biome n'était pas compatible avec la lampe à fente, nous avons utilisé un éclairage par fibre optique. D'abord en plaçant une simple lentille jetable plan concave, et vous pouvez voir les toutes petites fibrilles vitréennes attachées à la macula. Puis il a installé le Biome, a placé sa lentille haute définition et a mis au point lui-même pour qu'il n'y ait pas de discussion. Et vous pouvez voir la différence. Toutes les petites fibrilles vitréennes sont invisibles, car le pouvoir séparateur d'une lentille grand champ est bien évidemment moins bon. Si l'on met les deux images l'une à côté de l'autre, ça saute aux yeux. Alors certains opérateurs, conscients de cela, placent une lentille plan concave le temps de la dissection, mais gardent le système grand champ pour le temps de la vitrectomie. Pourquoi pas? Mais quelle perte de temps et d'argent! Si vous travaillez avec la lampe à fente opératoire, votre deuxième main est libre pour manipuler la lentille plan concave et vous permettre de visualiser toute la périphérie. Vous n'avez non plus pas besoin de placer un anneau de Landers pour fixer la lentille en son milieu. Outre le temps à placer l'anneau et les dégâts conjonctivaux pour le fixer, le gros désavantage que je lui trouve, c'est justement qu'il ne permet pas à la lentille de bouger sur la cornée. Je m'explique. Si vous pouvez contrôler la position de votre lentille sur la cornée, vous pouvez utiliser l'effet prismatique produit par sa face antérieure. Prenons un exemple. Vous êtes en train de faire une dépression sclérale lors d'une vitrectomie périphérique. L'œil du patient est incliné du côté de votre dépression. Si vous laissez tomber la lentille, vous aurez une vision de la rétine postérieure jusqu'à la macula. Si vous la relevez vers le haut, vous aurez une vision périphérique jusqu'au corps ciliaire. Donc, pas besoin de verre prismatique. Grâce à la lampe à fente péropératoire, je n'ai jamais utilisé de lentille prismatique.
Et si, en cours d'intervention, je voulais, pour une raison ou pour une autre, vérifier la périphérie au verre à trois miroirs, pas besoin d'enlever l'anneau de Landers. Vous enlevez votre lentille et vous mettez votre lentille de Goldman. Vous voyez, comme un simple détail, l'utilisation de la lampe à fente peut avoir toute une cascade de répercussions et simplifier tous les besoins en matériel et toute la gestuelle. Abordons très vite le choix des gauges. Lorsque je me suis arrêté d'opérer en 2016, le 27 gauge n'existait pas. Mais je ne me servais pas non plus régulièrement du 25 gauge pour une seule et simple raison, qu'il n'existait pas à l'époque de pic tranchant 25 gauge permettant d'initier un plan de clivage lorsque la hyaluite postérieure recouvre tout le pôle postérieur. Je trouvais absurde d'avoir à changer de kit en cours d'intervention pour passer à une gauge plus large si je me trouvais face à ce problème. Je crois que maintenant ce pic existe et il est donc probable que pour une chirurgie maculaire, j'utiliserai du 25 gauge malgré un temps de vitrectomie plus important, une flexibilité plus importante des instruments et un grasping effect moins bon pour les différentes passes. Mais je pense que d'une façon générale, le choix des gauges est moins important pour l'opérateur que pour le laboratoire qui les commercialise et qu'il ne faut pas, par un effet de mode, opérer moins bien ou de façon moins contrôlée pour la seule raison d'utiliser des ouvertures plus petites. Nous allons voir la suite des techniques chirurgicales dans le prochain chapitre.